Marine L'Orphelin, médecin généraliste, conférencière, chroniqueuse, et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast, Vous d'abord, un podcast santé, prévention, pensé et créé par les pharmaciens Aprium. Aujourd'hui, nous allons vous parler du mélanome, un cancer de la peau qui est en augmentation. Et pour nourrir ce sujet de santé publique, je suis accompagnée par Aurélien Fioroni, qui est pharmacien à Saint-Étienne. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Marine. Effectivement, je suis pharmacien à Saint-Étienne, dans le réseau Aprium, pharmacien depuis 11 ans à Saint-Étienne. Et on travaille sur le sujet du mélanome et plus largement sur le sujet du cancer dans ma pharmacie. Et on essaie de s'engager sur la thématique du cancer avec nos patients au quotidien. Eh ben, bravo pour ce que vous faites et vous allez pouvoir nous raconter votre rôle important dans la prévention. Et je suis aussi accompagnée d'Idriss Troussier, oncologue radiothérapeute au CHE de Nice, mais pas que. Bonjour Marine. Alors, en effet, je suis installé à Nice depuis 5 ans en tant qu'oncologue radiothérapeute et depuis maintenant 1 an, je fais des vidéos sur Instagram et TikTok sur doc.anticancer et je parle de prévention et de lutte contre le cancer. Eh bien, c'est le sujet du jour concernant le mélanome. Et pourquoi vous parlez justement de ce mélanome? Eh bien, parce que les cancers de la peau sont en augmentation dans notre pays et partout dans le monde. Particulièrement ce mélanome. Depuis 30 ans, le nombre de cas a été multiplié par 5. On estime qu'environ 18 000 patients sont diagnostiqués chaque année de ce cancer de la peau qui, dépisté précocement, a un pronostic plutôt favorable. La survie à 5 ans est à environ 93%, donc c'est très bien. Mais un mélanome dépisté à un stade plus tardif, plus avancé, devient une maladie grave avec une survie largement inférieure. D'ailleurs, quelques personnalités connues sont décédées du mélanome, notamment Sacha Distel, pour une certaine génération. Et des personnalités actuelles en parlent, essayent de sensibiliser le grand public à ces sujets de cancer de la peau. On peut citer Hugh Jackman ou encore Khloé Kardashian, qui a été atteinte d'un mélanome. Et malheureusement, dans notre pays, on fait face au manque de médecins, de spécialistes et donc de dermatologues. Ces 15 dernières années, le nombre de dermatologues a diminué de 20%. Alors c'est encore plus important aujourd'hui qu'on aborde ce sujet du mélanome, qu'on sensibilise le plus grand nombre à la surveillance de sa peau et qu'on fasse un peu plus de prévention vis-à-vis des méfaits du soleil. Alors déjà pour commencer, Idriss, je me tourne vers toi. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un mélanome? Alors, un mélanome, c'est donc une tumeur maligne qui est une multiplication d'une cellule qui contient de la mélanine. La mélanine est un pigment et donc il va y avoir un développement anarchique de cette cellule. Et le plus souvent, c'est lié à des mutations génétiques qui peuvent être notamment liées à l'exposition aux UV. Donc tu veux dire que les UV vont aller attaquer ces cellules-là particulièrement et qu'elles vont se transformer et devenir cancéreuses? Exactement. Est-ce qu'il y a des symptômes du mélanome? Comme par exemple, on attraperait un rhume et ben on a le nez bouché. Est-ce qu'on a des symptômes de mélanome? Et on va dire plutôt qu'il y a des signes qu'il faut savoir. Alors, le mélanome, dans 80% des cas, 3 quarts, va se développer sur une peau saine. Donc, c'est l'apparition d'une tache qui peut s'agrandir, s'épaissir et qui va être colorée, liée au mélanocyte. Et sinon, il peut y avoir aussi un grain de beauté qui va se transformer en mélanome. Et donc, ce grain de beauté va augmenter de taille et va changer. Il y a des critères qu'on va citer tout à l'heure qui permettent de déterminer s'il faut consulter un dermatologue. Donc l'idée à retenir, c'est que déjà, un mélanome, il se développe principalement sur, comme tu disais, la peau saine, c'est-à-dire que c'est une nouvelle lésion qui apparaît. Et ce n'est pas toujours un grain de beauté existant qui devient tumoral. Oui, exactement. Dans la majorité des cas, c'est ça. Donc déjà, on déconstruit un peu une idée reçue que c'est forcément des grains de beauté qui deviennent des mélanomes. On vient de le dire, l'apparition du mélanome, il peut être lié aux UV, à Mhm. l'exposition solaire. Mais est-ce qu'on a d'autres facteurs de risque? Est-ce que tout le monde peut avoir un mélanome? Alors, il y a des facteurs de risque qui sont avérés. Par exemple, le fait d'avoir eu des fortes expositions solaires pendant l'enfance est un facteur de risque. Le fait d'avoir un phototype clair, c'est-à-dire une peau claire, donc de ne pas être mat de peau. Donc c'est forcément, c'est qui? Les blonds, les roux? Voilà, les blonds et les roux, ils ont tendance à faire à avoir des coups de soleil et donc sont moins protégés
face aux UV. Ensuite, il y a le fait d'avoir des antécédents personnels de mélanome ou des antécédents familiaux. Dans la famille, il y a eu des cas de mélanome. Donc ça, c'est important. Après, il y a des personnes qui ont plein de grains de beauté. On dit que dès qu'il y a plus de 50 grains de beauté, ces personnes sont exposées à... disons, c'est un facteur de risque. Le fait d'être immunodéprimé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être immunodéprimé? Ça veut dire alors soit que l'on prend des traitements qui fait que l'on va avoir des cellules immunitaires qui sont en quantité moindre, par exemple pour les patients qui sont greffés, Soit des gens atteints de maladies auto-immunes. auto-immunes, voilà. Alors, il existe de toutes sortes, mais c'est souvent des maladies intestinales, hein, la maladie de Crohn, par exemple, la rectocolite hémorragique, qui vont entraîner effectivement une immunodépression. Et effectivement, chez ces patients-là, il y a un risque accru de développer un mélanome. Ouais. Mhm. Donc, en fonction aussi des pathologies dont on peut être atteint, c'est-à-dire qu'on peut, à un moment dans sa vie, avoir une maladie grave, un cancer, ou développer une maladie immunitaire, prendre des traitements qui affaiblissent notre système immunitaire et qui font que du coup, nos cellules ont tendance à plus se développer vers le côté tumoral et notre corps a du mal à les éliminer. Alors, c'est vrai que tu parles d'immunodépression. Effectivement, on a des médicaments qui entraînent une immunodépression, mais on n'a pas parlé aussi des médicaments qui entraînent des phototoxicités. Donc, c'est-à-dire les médicaments entraînent au rayonnement UV une toxicité au niveau de la peau, donc des rougeurs. Et ça aussi, ça peut exacerber le risque de mélanome, quoi. Donc, Et quels sont ces médicaments? Ce sont des médicaments du quotidien ouais, c'est des médicaments du quotidien. Alors, le plus connu finalement, les plus connus sont les ANS, hein, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, hein, l'ibuprofène par exemple, hein, Ok. les antifongiques, quelques diurétiques, le furosémide. On a des patients qui sont sous furosémide pour ceux qui sont hypertendus. Donc, il y a un certain nombre de traitements effectivement qui créent cette phototoxicité et c'est un facteur de risque supplémentaire. Et donc, ça, on doit le prévenir, nous, à la pharmacie, mais c'est un risque qui existe, ouais, évidemment. Comment on peut savoir si une lésion qui apparaît sur notre peau est inquiétante, dangereuse? Alors justement, là, c'est les critères ABCDE qui sont d'ailleurs appris dans le système scolaire en Australie. Tous les enfants doivent l'apprendre par cœur et c'est assez simple. Donc A, c'est pour asymétrie, B pour bord irrégulier ou encoché. C pour la couleur inhomogène, donc on peut avoir des couleurs différentes, comme on a dit, brun, marron, rouge, une tache. Et le D, dimension, 6 mm, plus de 6 mm, et E, l'évolution. Donc, c'est-à-dire qui grossit ou qui s'épaissit au cours du temps. Pour que ce soit très clair pour nos Ouais. auditeurs, vous avez une tache, une lésion qui apparaît sur votre peau. Vous, évidemment, vous la surveillez. En fait, vous regardez comment elle évolue. Si elle reste la même, elle n'évolue pas, c'est plutôt assez rassurant. Si elle commence à grossir, s'épaissir, là, on rentre dans le critère de l'évolution. Tout à fait. Attention. Si son diamètre grossit au-delà de 6 mm, on commence à y porter aussi Attention. plus attention. Si elle change de couleur ou si en son sein, il y a plusieurs couleurs différentes, donc il y a une partie de la lésion qui est un peu foncée, une partie qui est un peu claire. Et puis si la tache commence à s'étaler un petit peu, à avoir des bords irréguliers, là, on va consulter. Est-ce qu'on doit attendre d'avoir tous les critères pour consulter? À quel moment vraiment on s'inquiète? Donc ça, alors justement, c'est très important ce que tu dis, c'est que dès qu'il y a 2 critères, eh bien, il faut consulter un spécialiste, un dermatologue. Et dès 3 critères, on va même, le dermatologue, normalement, est censé faire l'exérèse de la lésion, enlever cette lésion pour vérifier si elle a un caractère malin ou pas. On n'attend pas pour consulter, puisque, on l'a déjà dit, mais on le répète, c'est hyper important. Si on prend en charge Précocement. précocement un mélanome, initialement, on ne sait pas que c'est un mélanome. On va faire du coup l'exérèse, on va regarder ce que c'est en fait cette lésion. Et si on découvre que c'est un mélanome et qu'on a consulté suffisamment tôt, eh bien, on est guéri. Voilà, donc c'est vrai que plus c'est pris précocement, plus normalement la chirurgie suffit. Et généralement, les dermatologues enlèvent de manière complète la lésion. Donc c'est une exérèse complète mais ils ne prennent pas qu'une petite partie de la lésion. Le problème, c'est qu'on manque aussi de dermato. Donc oui, évidemment, on a le premier réflexe, on a un problème sur la peau, on pense au dermato. Mais le problème, c'est qu'on manque de dermatologues dans notre pays. On peut aussi se tourner vers déjà le médecin généraliste, qui est quand même formé. On a quand même une bonne formation au dépistage des lésions cutanées.
Et on peut orienter aussi plus facilement le patient vers un dermatologue de notre réseau S'il y a besoin. s'il y a besoin. Mmh. Et il y a de plus en plus de médecins généralistes qui se forment aussi. Ah oui, complètement. Après, il y a même des outils, hein, pour aider les médecins, généralistes. Il y en a qui se forment avec le dermatoscope, pour, vérifier et au moindre doute, Donc oui, c'est un microscope, en fait, c'est ça, c'est une petite loupe? une petite loupe, ouais, pour aller, pour voir, de plus près, comment est la lésion et voir les couleurs, la pigmentation, et en effet, oui, si au moindre doute, il l'adresse au dermatologue pour une exérèse, pour enlever la lésion. Est-ce que ça vous arrive à la pharmacie d'avoir, des patients qui se présentent comme ça avec des lésions cutanées et vous devez les orienter? On a de plus en plus de patients qui viennent à la pharmacie nous montrer leurs problèmes dermatologiques de manière plus générale, pas forcément que le mélanome. Ça nous arrive. Je dirais même que le mélanome, c'est plutôt peu fréquent. On nous montre peu ces lésions-là, comme si les gens étaient déjà sensibilisés ou, à l'inverse, procrastinaient un peu sur l'apparition d'une tache. On s'aperçoit dans les retards de diagnostic que le patient est assez responsable finalement de ce retard-là, dans les études qui ont été menées. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'il y a une tâche qui apparaît et plutôt que d'aller voir un médecin, il se dit que c'est pas grave. Il fait politique de l'autruche, quoi. On regarde pas. Non, mais c'est de vraies études, quoi, qui montrent ça. Et Peut-être aussi parce qu'ils pensent que c'est un grain de beauté simple? alors, il y a peut-être aussi un peu de ça, mais dans la population générale, quand même, on a quand même 2 catégories de patients et je trouve que ça s'exacerbe avec le temps. On a les hypocondriaques qui vont chez le médecin pour tout et n'importe quoi, et puis on a les autres qui finalement ont du mal à aller chez le médecin pour se soigner, et on a ça beaucoup en dermatologie. Alors, et d'une parce qu'il manque de dermato, donc ils se disent: «Bon, finalement, j'aurai jamais de rendez-vous, c'est pas la peine», Mmh. et de 2 parce qu'on a peur de ce qu'on va nous annoncer, particulièrement sur les tâches, ça fait souvent peur ça. Et Mmh. donc, on a ce retard de diagnostic aussi à cause de ça. Et c'est vrai qu'en pharmacie, on nous montre peu les tâches. Ça peut arriver qu'on nous les montre. Nous, notre seul rôle, on ne peut pas poser de diagnostic, c'est pas notre rôle, on n'a pas les compétences pour. En revanche, c'est d'évaluer peut-être le degré d'urgence. Quand on voit que la tâche a vraiment un aspect Mmh. atypique, d'envoyer directement chez le médecin en appuyant le discours auprès du patient. En général, ils nous font confiance, donc ils le font. L'autre rôle, il est plutôt là, mais évidemment, pas de poser de diagnostic, c'est pas notre compétence, quoi. Et est-ce qu'une des solutions serait, les fameux, scanners, corps entier, associés à de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça a déjà fait ses preuves? Alors il y a eu des études là-dessus et c'est vrai que maintenant il y a des logiciels où on prend en photo et l'intelligence artificielle fait aussi bien que, les dermatologues pour détecter, des lésions suspectes. Mais bon, ce qui est important à retenir, c'est quand même que le diagnostic, de mélanome se pose en anatomopathologie, donc il faut faire vraiment l'exérèse, enlever cette lésion pour confirmer le diagnostic, que c'est une tumeur maligne. Mais oui, en effet, pour détecter le vilain petit canard, eh bien, l'intelligence artificielle est là et je pense qu'elle aidera, très probablement les dermatologues, les médecins généralistes, dans les prochaines années. Ouais, ces nouvelles technologies, vont certainement arriver et permettre d'améliorer justement, ce dépistage. Un mot, très rapide sur, les applications. Il y a des applications aussi, enfin téléphoniques, qui, voilà, proposent de prendre en photo, les grains de beauté, les taches. Est-ce Oui, que parce vous que c'est avez vrai des que infos c'est de là-dessus? l'autodépistage et en effet, on doit prendre chaque année, en photo les différentes parties ou zones du corps et vérifier si, il y a un grain de beauté qui est apparu ou s'il y a une transformation ou une augmentation de taille d'un grain de beauté. Donc, oui, c'est vrai que ça aide pas mal et il y a des applications, là-dessus. Donc ce que tu viens de dire, c'est que oui, du coup, il faut prendre en photo, ces, grains de beauté, ces Mmh. lésions, ces taches, d'autant plus si de nouvelles apparaissent, sur votre corps et créer une banque d'images, en fait. Donc on peut se servir effectivement d'une application qui va garder ces images en mémoire, créer une banque d'images pour pouvoir montrer ces images à son médecin, dermato éventuellement, pour, évaluer si la lésion, vraiment, ben, évolue et si elle est inquiétante. À quel rythme on doit faire cette autosurveillance? À quel rythme on doit analyser notre peau et prendre en photo? Alors, ce qui est recommandé normalement, c'est une fois par an. Hem et donc, soit on se fait donc son autodépistage ou soit on a, donc son dermatologue et avec qui on peut consulter ou alors un médecin généraliste qui souhaite ou qui a les compétences pour faire ce suivi. Donc un rendez-vous annuel pour faire le Mmh dépistage, des et mélanomes. d'ailleurs, c'est ce qui est très important à préciser, c'est que, l'examen clinique se fait tout nu. Ah bah oui. Ouais
parce que vraiment, on regarde, disons, le dermatologue ou le médecin généraliste va regarder toutes les parties du corps, parce qu'il y a des formes de mélanome qui peuvent être sous-inguéales, au niveau palmoplantaire. Voilà, c'est pas forcément que sur les zones du bras euh, ou du visage ou des jambes. C'est plus régulièrement sur les zones exposées au soleil, mais ça peut arriver effectivement sur d'autres zones intimes ou Complètement. dans le cuir chevelu, une zone Mhm. qu'on peut pas forcément bien analyser soi-même. Et tu l'as mentionné, sous les ongles. Oui, il y a une forme sous les ongles où là, ce sera une tache pigmentée en longueur euh, qui peut apparaître. Et puis, il y a même des formes un peu atypiques, comme on dit, mélanome uvéal, donc au niveau des yeux. Et puis, il peut y avoir aussi des mélanomes au niveau des muqueuses, donc, au niveau de la narine. Donc, en effet, on peut avoir ces formes de mélanome, et c'est pour ça que l'examen clinique se fait entièrement nu. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Et c'est pas pour embêter le patient ou pour rentrer dans son intimité. C'est vraiment pour faire un dépistage complet et très précis. J'assiste un petit peu là-dessus, mais concernant le mélanome inguéal, chez certaines populations métisses noires, on peut confondre le mélanome parfois avec des grains de beauté ou des mélanodichies. En fait, ça crée vraiment une bande sous l'ongle et c'est pas évident en fait de savoir si cette bande c'est quelque chose d'anodin ou si c'est quelque chose de dangereux, de tumoral. Et donc, il faut absolument consulter si vous avez une bande colorée qui apparaît au niveau de votre ongle. Quoi qu'il arrive, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. C'est Évaluer tout de suite ce que c'est. c'est pas des choses qu'on regarde naturellement quand même, quoi, ce qu'on a sous l'ongle. Donc, Exactement. puis je pense que c'est vraiment pas connu du grand public, ça, pour le coup. Pas bien, non, Ouais, c'est pour ça que ouais, ouais. j'insiste un peu sur ce point. Et en effet, et en parlant des ongles, on peut rester dans le palmoplantaire. On appelle ça donc les acrolentigineux. Et c'est vrai que parfois, il faut regarder même entre les doigts de pied ou entre les doigts de la main. Il peut apparaître comme ça une tache que l'on doit surveiller. Donc, si on dépiste ce mélanome, attends, on l'a dit, chirurgie locale, on retire la lésion. Si la lésion est bien retirée, est-ce qu'on peut être soulagé? Est-ce qu'on peut estimer qu'on est guéri? Alors, généralement, si le mélanome est confirmé, il y a une reprise, il y a un deuxième temps chirurgical où on va reprendre la cicatrice pour aller plus en profondeur. Et puis, on se met généralement à 1 centimètre par rapport à la première cicatrice. Et après, normalement, si il n'a pas été retrouvé de lésions supplémentaires, on en reste là. Après, si la lésion elle a une certaine profondeur, le dermatologue peut être amené à faire ce qu'on appelle une technique du ganglion sentinelle, c'est-à-dire qu'on va rechercher le premier relais ganglionnaire, parce que les mélanocytes peuvent migrer, disons les cellules malignes peuvent migrer dans les vaisseaux lymphatiques, et on va rechercher donc ce ganglion, le prélever, et vérifier qu'il n'y ait pas de cellules tumorales dans ce premier relais ganglionnaire. Ce serait le début de la dissémination de la maladie à d'autres organes. Voilà, si en effet on a, comme je t'ai dit, la profondeur ou une taille très importante. OK, donc on va rechercher ce ganglion sentinelle, Mhm. l'analyser du coup en laboratoire, hein, voir s'il y a des cellules tumorales et s'il y a rien, si ce ganglion est sain, on est guéri? Alors on est guéri et on surveille, bien sûr. Parce que là, on a été atteint d'un mélanome, donc on a un antécédent personnel de cancer cutané, et donc on a une surveillance chaque année. Et on va aussi en parler à la famille, parce qu'on sait que du coup, la famille peut être touchée par le mélanome aussi. Donc du coup, il faut que cette famille se fasse dépister régulièrement. Très clair, merci beaucoup Idriss. Et dans le cas malheureux où on détecterait cette lésion, ce mélanome trop tard, qu'est-ce qui peut se passer? Alors déjà, on va faire un bilan d'imagerie pour vérifier. Donc ça, il y a des PET scanners pour vérifier s'il y a des métastases à distance. On peut faire une IRM cérébrale aussi pour voir s'il n'y a pas des métastases au niveau cérébral. Et après, dans ce cas-là, on va être pris en charge par des spécialistes en dermato-oncologie qui vont proposer des traitements selon les caractéristiques de la tumeur. On va rechercher disons on va analyser au niveau moléculaire et rechercher, donc il y a des cibles très précises, et on va pouvoir après proposer soit des thérapies ciblées ou soit de l'immunothérapie qui va permettre de soigner et de lutter contre ce cancer.
Donc c'est une maladie, donc disséminée, plus grave, métastatique et là, du coup, on a besoin de traitements complémentaires. C'est pas juste la chirurgie, c'est des traitements complémentaires. Tu l'as mentionné. C'est pas la chimiothérapie dans le mélanome? Alors voilà, il y a eu des énormes progrès, hein, des traitements et maintenant on parle plutôt d'immunothérapie ou de thérapie ciblée et ça a révolutionné, hein, la prise en charge des patients qui sont au stade de mélanome métastatique et on a, des belles survies, généralement ce qui est dit, c'est, à 1 an, il y a 70 de survivants et à 5 ans, ils sont plus de 50 en survie alors qu'avant c'était, 11 mois de survie. Donc, il y a Ah des oui. vrais progrès depuis 2011. Ah oui, des beaux progrès. Qu'est-ce que ça veut dire immunothérapie, thérapie ciblée? Moi, je comprends, mais plutôt pour nos auditeurs. Alors, l'immunothérapie, c'est une thérapeutique qui est relativement récente. Elle a une quinzaine d'années à peu près, et c'est vrai qu'elle a sauvé la vie de pas mal de personnes. L'immunothérapie, pour essayer de faire simple, alors c'est pas simple, c'est pour ça que c'est compliqué. L'immunothérapie, en fait, on va injecter chez un patient ce qu'on appelle un anticorps. Donc, un anticorps, c'est une entité immunologique, d'accord, qui va se fixer sur la tumeur et qui va permettre au corps de reconnaître la tumeur. En gros, c'est un warning sur la tumeur. On injecte ce médicament, ça met un warning, ça la flash, la tumeur. Et là, le corps se dit: ah, ça, j'aime pas, et donc va aller le détruire. Nos cellules immunitaires vont aller détruire ces cellules tumorales. D'où immunothérapie. C'est le Exactement. propre système Ouais, immunitaire c'est du ça. patient qui va détruire la Exactement. tumeur. Et c'est une technique qui était révolutionnaire et qui maintenant est relativement commune, mais c'est vrai que ça a permis de sauver pas mal de patients, pas que pour le mélanome d'ailleurs. Mais voilà, donc, alors c'est très schématique ce que je dis, on vulgarise, mais dans l'esprit, c'est ça. Et la thérapie ciblée, c'est un petit peu différent. Alors pour le coup, la thérapie ciblée, elle a un intérêt majeur, hein, déjà pour le confort du patient, c'est que c'est du thérapeutique qui se prend à la maison. D'accord? C'est des comprimés voie orale qu'on en prendrait pour une hypertension artérielle, qu'on va chercher à la pharmacie classique. Et lui, c'est cette thérapie ciblée. Alors, elle a pour rôle de ralentir la progression tumorale. Donc, elle inhibe quelque part la croissance de la tumeur. Mhm. C'est vraiment son rôle. Et ça, pour le confort du patient, c'est assez extraordinaire, puisque finalement, plutôt que d'être à l'hôpital, à se faire injecter des produits, et ben là, on vit notre vie classiquement, et c'est très profitable pour le patient, outre le fait que c'est plutôt très efficace comme traitement, quoi. Hmm. Amélioration de la survie, traitement plutôt personnalisé, individualisé en fonction du coup du type de tumeur dont Exactement. on est atteint, du type de mélanome, et moins d'effets indésirables que les chimiothérapies qu'on connaît dans le cancer. Il y a moins d'effets indésirables. Et puis, je reviendrai simplement sur la thérapie ciblée. Euh, la thérapie ciblée, le fait qu'elle soit prise à l'officine, donc effectivement, ça facilite la vie des patients. Et en plus de ça, la sécurité sociale comprend bien l'intérêt de la bonne observance de ces traitements par les patients, et donc à demander aux pharmaciens d'officine, en partenariat avec les oncologues, d'avoir des entretiens, des suivis, des entretiens pharmaceutiques, pardon, avec ces patients-là. Donc on propose, nous, dans les pharmacies Aprium, ces entretiens pharmaceutiques pour les patients sous anticancéreux par voie orale. Et alors pour la première année, c'est 3 entretiens. Un premier entretien, on découvre le patient, on s'assure qu'il a bien compris le traitement qu'il prenait et l'intérêt de ce traitement-là. Il y a un deuxième entretien où on va parler des effets secondaires davantage, voir un petit peu, lui, sa qualité de vie au quotidien, comment il vit la prise de ce traitement-là. Et puis on a un troisième entretien plutôt sur l'observance. Est-ce qu'il prend bien son traitement? Et ça, c'est majeur aujourd'hui dans le taux de survie, la bonne prise du traitement. Quand on fait une immunothérapie à l'hôpital, c'est le médecin qui l'injecte, il n'y a pas de sujet. Le Oui, médecin, oui. c'est ce qu'il fait. Quand on laisse le patient à la maison, on s'aperçoit quand même qu'il y a des petits échappements thérapeutiques Hmm. où le patient oublie de prendre son traitement ou ne voit pas toujours l'intérêt du traitement. Donc, l'État a mis en place ces entretiens pharmaceutiques. Et donc, nous, C'est on très le peu fait. connu finalement ces entretiens. C'est très Enfin, c'est pas bien connu au niveau du grand public qu'on a accès à ce genre de consultation un petit peu en pharmacie. Oui, on peut parler de consultation. C'est peu connu. Alors, c'est relativement récent. Et puis, finalement, on est aussi responsable de ça. Nos formations, on l'a peut-être pas assez promu. Mais aujourd'hui, on est dans une démarche très proactive sur le sujet dans nos pharmacies Aprium. Nous, on a des rendez-vous toutes les semaines, le pharmacien dans un bureau avec le patient, un peu comme un médecin le ferait, et où on explique le traitement. On parle aussi d'interaction médicamenteuse parce que souvent, c'est des patients qui sont polymédiqués. Donc, c'est vraiment une vision globale des choses et les patients en sont très friands. Mais ça mérite encore d'être connu et d'être davantage développé. Mais voilà, c'est un bon début. Et Un bon relais aussi aux médecins, aux oncologues. Ah oui, 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 bah, merci d'être là, hein. non, puis on a des fiches de transfert qu'on remplit quand il y a des événements indésirables, des choses comme ça qu'on va fournir à l'oncologue. Et puis on incite aussi les patients
à nous évoquer leurs effets secondaires. Et on peut faire les déclarations, ce qu'on appelle des déclarations de pharmacovigilance. Quand on a des effets secondaires peu connus ou pas connus ou pas documentés, on va les documenter auprès d'instances qu'on appelle la pharmacovigilance et qui vont justement renforcer les données sur ces médicaments, les médicaments en question qui sont récents. Donc forcément, il y a besoin de ce référencement-là, quoi. Donc, on surveille sa peau, on se fait dépister une fois par an, on y pense, on y pense. On peut anticiper, prendre le rendez-vous chez le dermato en anticipation ou aller consulter son médecin généraliste. On fait une autosurveillance, hein, chaque personne doit être vigilante, connaître sa peau, on prend des photos. Je fais le petit résumé de tout ce qu'on s'est dit. Mais si on peut éviter d'avoir un mélanome, c'est mieux. Ah bah, oui, oui, évidemment, si on peut éviter d'être malade d'une manière générale, c'est mieux. Voilà. Donc pour ça, c'est la prévention, quoi. Voilà, la prévention, notamment la prévention solaire, hem, puisque 80 des mélanomes, sont liés à l'exposition solaire. Et je soulignerai aussi un facteur de risque qu'on n'a pas cité, c'est les cabines à UV, donc les UV artificielles, qui évidemment exposent aussi à une augmentation du risque de mélanome. Finalement, 80% des mélanomes, quand même, sont induits par une exposition aux UV. Alors, effectivement, plus dans l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Et les cabines à UV en font partie, évidemment. En Europe, particulièrement en France, la législation est plus rigide sur les cabines à UV depuis quelques temps. Et dans des pays comme les États-Unis, où la législation est assez souple, on voit effectivement une recrudescence des mélanomes importante. Et ça fait partie des top pays pour lesquels on a des mélanomes. Et c'est particulièrement lié à ça. C'est presque culturel, on va dire ça comme ça. Donc là, on peut dire qu'il faudrait éviter, d'aller dans ces cabines à UV Ah, dans la- et de les utiliser? Alors, dans la mesure du possible, oui. Même si maintenant, la réglementation est très stricte sur les rayonnements UV artificiels. Mais enfin, c'est toujours pareil, c'est qui peut le plus, peut le moins, quoi. Dans la mesure du possible, oui, on évite des rayonnements UV, ouais. Et il y a un autre point que je soulignerai, c'est que l'exposition solaire pendant l'enfance, en fait, va amener à l'apparition de mélanome à l'âge adulte. Et c'est vrai que c'est important de dire que la tranche d'âge 25-35 ans est souvent touchée par des mélanomes. Et donc de protéger les enfants, surtout là, l'été arrive avec les plages. Donc c'est hyper important. Donc c'est pas ne pas s'exposer au soleil, c'est éviter d'avoir des coups de soleil. Après, on va éviter des zones, disons les horaires où le soleil est très fort. De midi à 16 heures, on dit qu'il vaut mieux éviter. Rechercher des coins d'ombre quand on est à la plage, le parasol, les vêtements anti-UV, les crèmes solaires. Oui, effectivement, mais il y a cette notion de capital soleil. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'il faut éviter d'exposer les enfants jusqu'à l'adolescence, quasiment. Alors, le plus jeune âge, c'est normalement pas du tout l'exposition. Ouais. Mais jusqu'à l'adolescence, il faudrait limiter. Nos cellules sont moins matures. Et le capital soleil, on estime à peu près qu'on en a brûlé, qu'on l'a brûlé à 50% à peu près à 20 ans. Ah oui. Il faut imaginer quand même qu'à 20 ans, il ne reste plus que 50% et il n'est pas renouvelable, ce capital soleil-là. Donc, il faut vraiment se méfier à l'enfance. Et d'exposition soleil, les enfants ne sont pas responsables de ça. C'est aux parents qu'il faut le dire, évidemment, quoi. Ouais, bien sûr. Le message est passé. Donc du coup, ça veut dire qu'on a, tous en fait une tolérance, aux UV au niveau de nos cellules, de la peau, du corps. Et donc, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'agressions en fait aux UV, les cellules, ont du coup plus tendance à évoluer, Ouais. vers des cancers. Oui, et ça, on le croise, comme l'a dit Idriss, avec le phototype. Mm. Quelqu'un qui a un phototype... Enfin, les phototypes, ça va de 1 à 5. Phototype 1, pour être très schématique, c'est les personnes rousses, les yeux bleus. Et puis à 5, c'est les personnes plutôt noires ou les bruns Aux aux yeux yeux foncés. foncés. Un phototype 1, 2, forcément, son capital soleil est bien moins important dès le départ qu'un phototype 5, quoi. Ça, Oui, alors c'est les personnes qui justement ont des peaux, métisses, Mm. noires, foncées, est-ce qu'elles doivent quand même se protéger, face au soleil? Oui, 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 ah oui, évidemment, Oui, oui. Elles doivent que... Alors c'est pareil, c'est une idée reçue de penser que parce qu'on a une peau foncée ou parce qu'on est bronzé, on ne doit pas utiliser de crème solaire. Alors c'est vrai que le bronzage, sans parler des peaux foncées, c'est une réaction de l'organisme en fait qui se protège des UV. Donc il produit de la mélanine pour se protéger des UV. Malgré tout, il y a quand même ce risque-là de développer un cancer. Le risque n'est jamais à zéro, quoi. Donc on ne doit pas penser que parce qu'on a le teint hâlé ou parce on a une peau noire, on ne doit pas
se protéger. Et on verra peut-être tout à l'heure, quand on parlera des crèmes solaires, qu'il y a des indices solaires qui vont varier potentiellement en fonction du phototype. Ça, oui. Mais pas ne pas se protéger, ça c'est non. Oui, puis il y a la dangerosité des UV, on est en train d'en parler maintenant sur les cancers de la peau, mais il y a aussi sur le vieillissement cellulaire et donc tous les signes du vieillissement cutané, les rides, les taches, le relâchement. Donc de toute façon, c'est tout bénef de se protéger Mm. des UV. Alors oui, il y a deux types d'UV, même trois, mais il y en a un qui ne passe pas la barrière atmosphérique, mais les UVA et les UVB. Alors pour être très concis et pour que ça parle à tout le monde, UVB, B pour brûlure, comme ça c'est facile, c'est celui qui donne les coups de soleil. C'est-à-dire lui, il passe l'atmosphère. Par contre, quand il y a les nuages, il s'arrête. Mais quand il n'y a pas de nuages, il va venir sur notre peau, il va rester au niveau de l'épiderme et c'est lui qui va entraîner les coups de soleil. Et il y a les UVA, pour le coup, lui, il passe la barrière atmosphérique, il n'y a pas de problème. Il passe les nuages aussi, donc il passe toujours, lui. Et lui, c'est plus insidieux parce que finalement, on n'a pas de coups de soleil, on ne sent pas qu'il est là. Lui, il passe l'épiderme, il va dans le derme et lui, il est responsable, pour âge, finalement, de vieillissement cutané, mais pas que, aussi des développements des cancers, donc des mélanomes, comme les UVB, hein, évidemment. Mais il est plus insidieux, celui-ci, ouais. Donc protection solaire pour éviter le vieillissement accéléré cutané, éviter évidemment les cancers cutanés. Est-ce qu'on peut du coup se protéger efficacement avec les vêtements? C'est la première des protections. C'est la première des protections. On a souvent tendance, quand on parle de protection solaire, de parler toujours de crème solaire. Mais finalement, la première des protections, c'est l'ombre et c'est les barrières physiques, dont les vêtements, quoi. Et ils n'ont pas forcément tous besoin d'être anti-UV, etc. La première des protections, c'est ça, ouais. Oui, une simple Mmh. chemise à manches longues et peu Exactement, importe ouais. sa couleur, du blanc protège de la même Ouais, manière ouais, des ouais, UV. exactement, ouais. Mhm. Dans la vie quotidienne, qu'est-ce que vous conseillez du coup aux patients, que ce soit à la pharmacie, vous en tant qu'oncologue, les bons réflexes vis-à-vis du soleil? Surtout que là, la saison estivale arrive, donc c'est vrai que c'est important d'éviter la période midi 16 heures où il y a une forte, disons, le soleil est beaucoup plus fort. Porter un chapeau, des lunettes. Le chapeau, c'est important surtout chez les personnes qui ont le crâne rasé, parce qu'ils peuvent avoir tendance à faire des lésions cutanées cancéreuses au niveau de leur cuir chevelu. Mmh. Et évidemment, les crèmes solaires aussi. Et donc, c'est vrai qu'il y a différents types de crèmes solaires et il faut essayer d'aller vers les plus protectrices. Est-ce que du coup, Ouais. il faut se tourner vers certains types de crèmes solaires, SPF 30, 50, vis-à-vis du cancer de la peau? Est-ce qu'il faut absolument choisir les 50? Alors, ça dépend, il y a ça dépend de deux choses. La première chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est le phototype du patient, hein. Forcément, entre un patient qui a un phototype 1, donc une peau claire, et un phototype 5, une peau foncée, on va pas mettre le même indice solaire, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'indice UV. Euh, Entre un mois d'octobre dans la Nièvre et un mois de juin. La Nièvre, c'est très joli et Non, c'est mais très j'ai pas dit que c'était sympa. pas joli, mais bon. Et un mois Pardon, de c'est la juin, bourguignonne en moi qui parle. et un mois de juin à Nice, on n'aura pas nécessairement besoin de la même protection, ça c'est sûr. On peut, Après, on peut vérifier cet indice UV d'ailleurs sur Internet, sur notre téléphone portable, il est indiqué. Et plus il est élevé, et plus ça veut dire que les UV sont forts. ouais, c'est ça, ça va de 1 à 10 et tu peux le vérifier. Alors, n'importe quelle application de météo, Météo France, l'application météo sur les téléphones, on peut voir les indices UV, même si pour les plus âgés qui regardent la météo à la télé, en général, ils vont vous donner l'indice UV. Et l'indice UV, il est évidemment plus important dans la période estivale. Il est aussi extrêmement important. Alors, les gens le savent maintenant, mais pendant longtemps, ils ne le savaient pas, à la montagne, quand on va au ski avec la réflexion des UV par la neige, où là, on a l'indice UV le plus important. Donc, c'est un critère à prendre en compte en même temps, au même titre que celui du phototype. Ensuite, quelle crème solaire choisir? Alors, Grand débat, hein, quand ouais, même, c'est un vrai sujet de société, la crème solaire, hein. alors, c'est plus qu'un grand débat. Tous les ans, il y a des polémiques, on a l'impression, c'est assez compliqué. Déjà, pour commencer, la crème solaire, il y a deux filtres solaires existants, les filtres organiques et les filtres minéraux. Alors, les filtres organiques, c'est l'immense majorité des filtres qu'on va retrouver dans les crèmes solaires. Il y en a à peu près 25, et les filtres minéraux, il n'y en a que deux. C'est ceux qu'on va retrouver essentiellement dans les crèmes solaires bio et qui vont avoir ce côté blanchiment de la peau. Vous savez, quand on était enfant, on avait tous des filtres minéraux et tous la peau blanche, on était à la plage. Est-ce que les deux types de filtres ont une efficacité équivalente? Alors, les deux types de filtres ont déjà un mécanisme d'action différent.
C'est-à-dire que le filtre organique, lui, il va pénétrer la peau, il va passer l'épiderme, et ensuite, lui, il va absorber les rayons UV et les neutraliser. Le filtre minéral, lui, il va réfléchir. Ça ne pénètre pas la peau, ça reste en surface de l'épiderme et ça réfléchit les UV. Donc le mécanisme d'action est différent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a deux classements, deux catégories différentes, hein. Donc la base, c'est ça. Ensuite, au niveau des essais qu'on va faire sur les crèmes solaires, quand on a un indice, quand sur la crème solaire, il y a marqué SPF 50, que ce soit sur une minérale ou sur une organique, la protection sera la même. Mhm. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. D'ailleurs, SPF, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Sun Protection Factor, Ouais, et en français, le facteur de protection solaire. elle est bilingue. Ouais, c'est ça. Et ça va de 6 à 50. 6 à 50 plus même d'ailleurs. Alors en pharmacie, pour parler de ce que je connais, on trouve plutôt des crèmes solaires entre le 20 et le 50. En dessous, on n'en trouve plus. On estime que la protection solaire n'est pas forcément suffisante. Et 50 plus, ça veut 50, dire quelque chose? ouais, ça veut dire au-delà de 50. Une crème solaire à 50, ça protège à 98% des UVB. Le SPF 50, ça ne concerne que les UVB. Comme je l'ai dit tout à l'heure, B, brûlure. D'accord, donc pour les coups de soleil. Ça ne concerne pas les UVA, on pourra revenir sur les UVA tout à l'heure, mais le SPF 50, ça concerne ça. Donc 50 plus, c'est au-delà de 98% de filtration des UV. SPF 30, alors la différence n'est pas majeure, c'est à peu près 96-97% de filtration. D'accord, donc on va choisir la crème solaire en fonction du phototype et de l'indice UV, comme on l'a dit tout à l'heure. Phototype 1, on met directement du 50+, on ne se pose pas la question. Et ensuite, on peut débattre avec le patient. Souvent, il a envie d'un indice, d'un SPF faible, parce qu'il a envie de bronzer, il a envie dans le teint allé, et les soucis de santé sont pas toujours... Mais mettre de la crème solaire ne bloque pas le bronzage. alors, non et oui quand même, si, un petit peu, si. Quand tu mets de la crème solaire minérale, ça réfléchit les rayons UV, donc il n'y a pas de bronzage. Ok, sur le Ouais. minéral. Sur le minéral, ouais, ça réfléchit. Mais si, d'une manière générale, ça limite le bronzage. Alors, ça le stoppe pas complètement. De toute façon, il n'y a pas de protection à 100%, mais ça le limite. Si, clairement, oui. D'ailleurs, il y a un sujet là-dessus, Vas-y. hein, sur les compléments alimentaires qui préparent à bronzer. Ça Ouais. ne protège pas du tout. Il faut surtout se protéger. Ça ne veut Oui. pas dire que si on prend ces compléments alimentaires, on peut s'exposer au soleil. Justement, ouais, creusons cette idée reçue de la préparation de la peau au soleil. Est-ce qu'on peut vraiment préparer sa peau au soleil grâce aux cosmétiques, produits qu'on applique ou aux compléments alimentaires? Alors, non, mais... Voilà. Vous avez une autre question? Non. Non, mais Non, non, mais non, non. parce que ça n'existe pas des boosters de mélanine. Non, alors en fait, je dis non, mais parce que la plupart des compléments alimentaires, basico-basiques, ça n'est que des pigments, en fait, donc ça ne protège pas. Il y a certains compléments alimentaires, mais je ne veux pas brouiller le message, qui vont contenir des précurseurs de synthèse de mélanine. Donc ça existe, et aussi quelques antioxydants, donc ça peut exister. Maintenant, ça ne se substitue absolument pas à une protection solaire. Faut vraiment l'entendre, ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens à la pharmacie qui viennent nous demander ces préparateurs solaires en pensant que, mais réellement, ça n'est pas le cas. Oui, parce que si ça peut participer légèrement au bronzage, ça ne protège pas des UV. C'est ça qui est important. C'est ça, ouais, exactement, c'est ça. Et puis après, il y a une autre catégorie de produits pour lesquels le grand public, finalement, est pas très au courant, pas très au fait, c'est les autobronzants. Mm. On pense qu'en mettant de l'autobronzant, donc on a un teint allé grâce à cet autobronzant-là, on va être protégé aussi du soleil. C'est absolument faux, hein. C'est pareil, ça n'est que des pigments, donc ça ne protège pas du soleil. Donc des produits qui colorent la peau, tout simplement. Simplement, ça fait un teint allé, alors on est beau, on est content, c'est super. Mais pour autant, on ne prévient pas le risque de cancer cutané. On peut avoir envie de ce petit teint allé, mais on met de la crème solaire. Ouais, ça n'empêche pas. Exactement, c'est exactement ça. J'avais une autre question au pharmacien d'ailleurs. Sur les crèmes solaires corps-visage, il y a vraiment des différences? Alors, c'est des différentes plutôt de textures. On a tendance à proposer à nos patients, quand ils viennent à la pharmacie chercher une crème solaire, de mettre une texture crème sur le visage et une texture huile, un spray, une texture lait sur le corps. Mais après, en termes de filtre solaire, non, il n'y a pas d'incidence. Oui, c'est les mêmes filtres. Ouais. Le message essentiel, indispensable à faire passer, c'est qu'il faut trouver une crème solaire adaptée à
son type de peau, on l'a dit, et à ses envies, avec une forme galénique, comme on dit. Donc voilà, on parle de crème, d'huile, de lait. Il faut absolument trouver une crème solaire qui nous plaît, qu'on a envie d'appliquer, parce qu'il va falloir la renouveler. C'est ça aussi, pour qu'elle soit efficace, il faut la renouveler. Exactement. Les laboratoires de dermocosmétiques ne manquent pas d'idées là-dessus. Presque tous les ans, on a une nouvelle forme galénique. L'année dernière, c'était les eaux solaires. Cette année, on a plutôt des sticks solaires. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y en a pour tous les goûts. Mais effectivement, je te rejoins sur le côté plaisir. C'est comme pour tout, s'il y a une notion de plaisir derrière, s'il y a un confort, s'il y a une odeur, c'est toujours mieux que quelque chose de très basico-basique et qu'on va mettre uniquement par contrainte. Ça vaut pour beaucoup de choses dans la vie. Donc, Ça, ouais, et puis c'est important chez les sportifs. Je sais que tu fais pas mal d'endurance. Et c'est vrai que je crois qu'il y a des crèmes qui sont plutôt adaptées par rapport à la sueur, pour éviter que les yeux piquent. C'est vrai que même d'ailleurs, bon, après, généralement, moi, je mets toujours une casquette, mais je mets jamais la crème au niveau du front parce que ça, après, à chaque fois avec la sueur, ça rentre dans les yeux. Mais en dessous, en tout cas, je mets des lunettes aussi, mais en dessous des lunettes, je mets la crème solaire pour se oui, protéger. je te rejoins complètement. Mettre de la crème solaire quand on est sportif, il faut y penser parce qu'on est très exposé, surtout à cette période estivale où, on est peu habillé quand on pratique du sport et ça peut être pendant plusieurs heures parfois, Mhm. si on fait, des des sports d'endurance. Et trouver, oui, un côté pratique, ça peut être, les sticks, qui sont, super pratiques à mettre, dans le sac, faciles à appliquer sans s'en mettre partout, sur les doigts et qui sont adaptés, voilà pour, en cas de sueur, et cetera, je te rejoins complètement. Un autre point aussi, c'est de ne pas oublier de bien se protéger la nuque. J'ai vécu l'expérience d'un ultra trail à La Réunion où je me suis pas bien protégé la nuque. Le coup de soleil sur la nuque, ça fait très, 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 très mal. Et puis un coup de déshydratation qui arrive tout de suite après. Mmh. Donc, Ça, c'est un bon point parce que beaucoup de gens oublient certaines zones. Et alors, il y a une zone qui est radicale, c'est les oreilles. Mmh. Peu de gens se mettent de la crème solaire sur les oreilles et ils se retrouvent avec des oreilles toutes rouges et cloquées. Et c'est très désagréable. On pourrait choisir de porter, un bob ou Oui, on un peut mettre un chapeau. bonnet, ouais, ça peut être bien ouais, sur la plage. Pourquoi pas? On va en le effet, proposer aux patients, ça c'est une bonne idée. il y a Un bonnet sur la plage. c'est vrai qu'ils ont développé certains bobs assez allongés, un peu comme les chapeaux de cow-boy. Ouais. Ouais, qui te protège aussi Mhm. l'arrière du cou, ouais. Qu'est-ce qu'on dit, aux parents sur le choix, des crèmes solaires? Est-ce qu'il faut absolument se tourner vers, justement des filtres, minéraux? Les crèmes solaires, alors effectivement, il existe des crèmes solaires pédiatriques. Alors, la première chose à dire, c'est que les crèmes solaires pédiatriques, que si on réfléchit d'un point de vue purement santé, c'est presque un non-sens, parce qu'on a tendance à demander aux parents de ne pas exposer leurs enfants. Donc, normalement, on ne devrait même pas s'en servir, mais on va s'en servir quand même. Donc, on se tourne sur les crèmes solaires qui sont pédiatriques. Il y en a des minérales, il y en a des organiques. Euh, on n'a pas forcément tendance à orienter vers l'un ou l'autre des filtres. Il y a aussi le patient qui va décider pour lui. La crème solaire minérale, on va dire qu'elle a meilleure presse, notamment d'un point de vue environnemental plus que santé, hein, puisque en termes de santé, on l'a dit tout à l'heure, quand on a un indice solaire, que ce soit minéral ou organique, on va avoir la même protection. Mais d'un point de vue environnemental, il est vrai qu'il y a des gens qui vont se tourner plutôt vers le minéral. Mais d'un point de vue santé, non, il n'y a pas forcément il y a pas d'intérêt à mettre plus du minéral que de l'organique chez l'enfant. Bah, après, on dit quand même que vu que les filtres minéraux sont blancs et qu'on les voit, on sait mieux où on a mis, la crème solaire. On peut être plus rassuré d'avoir mis de la crème solaire, partout. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, il y a quand même un sujet sur la crème minérale. Il y a des études qui ont été menées. Et on a tendance à penser que plus c'est blanc, mieux ça protège. Et en fait, le côté blanc de la crème solaire minérale dépend de ce qu'on appelle la granulométrie du filtre, donc de la taille du grain, on va dire ça comme ça. Et plus le grain est fin, meilleure sera la protection. Donc en fait, Ah, quand on a la peau très blanche avec les crèmes minérales, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une bonne qualité de crème minérale. Alors après, OK. il y a une limite à ça. C'est là où c'est compliqué. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de polémiques avec les crèmes solaires. C'est que plus on va microniser, c'est-à-dire plus on va rendre le grain fin, moins il sera visible, mais plus on va s'approcher de la nanoparticule qui fait beaucoup débat, Mmh. et plus il y a un risque qu'elle passe la barrière cutanée et donc les dommages collatéraux. Donc c'est un jeu d'équilibriste, mais les laboratoires, notamment les laboratoires de crème solaire bio, ils y arrivent plutôt bien. Mmh.
Bah, de toute façon, dans tous les sujets, hein, en médecine, dans tous les sujets de santé, on parle de balance bénéfice-risque. Tout à fait. On est d'accord que la balance bénéfice, elle est largement, enfin, elle penche en faveur des bénéfices. Il faut se protéger du soleil. On utilise ces produits, que ce soit des filtres chimiques ou minéraux. C'est meilleur pour notre santé de se protéger plutôt que d'utiliser en se disant que oui, ce sont des produits chimiques. Il y a absolument pas, il y a pas photo, hein. Il y a vraiment pas photo. Effectivement, la protection solaire, elle est essentielle. Il y a pas de question à se poser. Voilà, là-dessus, je ne peux que te Cl- rejoindre. Clair et net. Et surtout, faut pas oublier que quand on va dans l'eau, eh bien, soit on a une crème solaire qui tient avec l'eau, donc dans ce cas-là, pas de souci. Ou sinon, il faut pas hésiter à en remettre quand qu'on sort d'une baignade. Donc on en remet si on a beaucoup transpiré, après une baignade, et sinon, quoi qu'il arrive, c'est toutes les 2 heures. Oui, oui, c'est ça, c'est toutes les 2 heures. On remet de la crème solaire toutes les 2 heures. Faut pas hésiter, là-dessus, sur la fréquence et sur la dose. Alors la dose, on a tendance à être, un peu, radin sur la dose. On n'en met pas suffisamment. Alors, il faudrait à peu près 2 grammes par mètre carré, hein, de crème solaire par mètre carré de Ça pot veut de dire crème quoi solaire. ça? Et justement, j'allais y venir. Ah, Alors, 2 grammes par mètre carré, pour être plus simple, il y a des gens qui utilisent des techniques des phalanges. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique? non. Non, alors soit le pouce, soit la première phalange du pouce, soit la phalange, du majeur. Donc on estime que sur le visage, il faudrait mettre à peu près 2 à 2,5 phalanges, sur le visage. Sur le corps, c'est 4, sur les bras, c'est 2. Voilà, vous pouvez regarder sur internet, c'est assez précisé pour chaque membre comme ça. Sur les mains, c'est une phalange. Mais, il y a cette technique-là, donc on met, un de la crème solaire sur sa Mmh. phalange et on se dit: «Bon, bah, là, j'ai mis, 1 ou 2 phalanges sur mon visage, je suis bon, quoi». Et ça répond à peu près aux normes demandées, par les fabricants de crème solaire. Mais on a plutôt tendance à en mettre vraiment pas assez. Très bonne astuce, pratique. La crème solaire, on peut la conserver, au chaud, dans son sac, combien de temps? On évite de la conserver au chaud, clairement. Alors une fois qu'elle est, alors c'est Parce que c'est marqué. souvent le cas, elle est dans le panier, avec nous à la plage. Alors, le problème, il y a un problème effectivement sur la conservation de la crème solaire au chaud. Elle aime pas trop, mais on sait qu'on n'a pas le choix. Sur les tubes de crème solaire, ça va varier de 6 à 18 mois. C'est marqué après ouverture. Ça va être marqué dessus, hein. Il y a le logo dessus. 6M, 12M, 18M. La majorité, c'est 12M après ouverture. Sinon, une crème solaire, de manière classique, elle se conserve à peu près 3 ans, donc 36 mois après fabrication. Après D'accord. fabrication, d'accord. Donc, quand vous aurez une crème solaire, l'astuce, c'est de mettre la date dessus pour savoir, jusqu'à quand elle dure. Parce qu'une crème solaire périmée, pour le coup, ça peut être plutôt dangereux parce qu'elle est vraiment pas efficace. Mmh. Et une crème solaire périmée, comment ça se détecte si on n'a pas marqué la date dessus? L'odeur, déjà, il y a une odeur qui est pas exceptionnelle. La granulométrie aussi, on en a parlé tout à l'heure, elle est un peu granuleuse. La présence de sable aussi souvent, hein, quand on la laisse traîner, ça, on essaie d'éviter, hein, l'étalement est pas bon. Eh ben, plein de conseils, très pratiques. Merci pour toutes ces infos. On en apprend franchement à chaque fois, tout le temps sur les sujets. J'en ai encore appris beaucoup, avec vous. Idriss, on garde en tête du coup la règle ABCDE, nouvelle lésion qui apparaît sur votre corps ou, grain de beauté qui évolue. Vous pouvez regarder encore une fois sur internet, on la trouve partout cette règle. Ça vous donne, les signaux, d'alerte qui doivent vous amener à consulter, puisque voilà, on ne le répétera jamais assez, il faut dépister le mélanome le plus tôt possible, pour une bonne prise en charge et une bonne guérison. N'hésitez pas, aussi à prendre conseil auprès de vos pharmaciens. On en a parlé, vous avez vraiment un rôle, de conseil, aussi bien sur, bah, voilà, les cosmétiques, les crèmes solaires, on en a beaucoup parlé, mais aussi en cas, de traitement. On le rappelle, cette consultation, d'accompagnement, si vous êtes en traitement, oncologique, hein, donc contre le cancer. Et puis vous, à la maison, bah, on vous demande, d'être vigilant. Voilà, faites votre autosurveillance, regardez votre peau et prenez-la en photo afin, de surveiller l'évolution, des lésions. Et vous pourrez retrouver, ce podcast, vous d'abord en version vidéo sur la chaîne YouTube d'Aprium et en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes sur, des sujets de santé et de prévention. Merci à Aprium d'avoir rendu possible ce podcast et je vous donne rendez-vous, ben, pour un prochain épisode. À bientôt.